Chamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Hopla Info, un jeune média sur internet dont le lancement a été officialisé fin 2022 et qui a pour but de promouvoir la liberté de parole et d'expression de personnalités soit alsaciennes, soit qui exercent en Alsace ou qui peuvent être de passage dans notre jolie région. Tout d'abord, pour commencer, peut-être pour les personnes qui vont voir cette vidéo et qui peut-être ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et résumer un petit peu votre parcours? Je suis avocat au barreau de Mulhouse depuis maintenant 30 ans. J'étais avocat à l'étranger 10 ans auparavant. Ça veut dire, en gros, ça fait plus de 35 ans que j'exerce cette profession. J'ai exercé aussi la profession d'enseignant à la fac. J'ai pas mal fait de choses, ou j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Écrire des bouquins, faire des conférences par rapport à un certain nombre de thèmes qui me tiennent à cœur. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je dirais, fait de moi ce que je suis devenu. Quelle est l'idée que vous aviez du métier d'avocat à vos débuts et comment cette idée a-t-elle évolué avec le temps et l'expérience que vous avez pu acquérir? Si je le dis devant des étudiants en droit, ils vont s'étonner parce que je n'étais pas intimement destiné à devenir avocat. Je suis tombé dans le bain par hasard, c'est comme la potion magique, et puis je suis devenu avocat, je dirais dans un parcours relativement atypique, puisque au départ j'étais destiné, en tout cas dans mon esprit, pour une carrière scientifique. Mon bac était le bac de matheux, puis après, les circonstances, puisque je suis originaire du Liban, ont fait que j'intègre la fac de droit à un moment donné, et puis j'ai poursuivi ce parcours, tout en faisant en parallèle des études en sociologie, où j'ai obtenu un DEA dans cette discipline, et puis j'ai fait les deux parcours ensemble, ce qui me permettait toujours de sortir de l'esprit juridique, mais en même temps de garder ce lien entre le droit en tant que science sociale et la sociologie, c'est-à-dire le rôle du droit dans la société. Durant votre carrière d'avocat, quels ont été les faits, selon vous, qui ont été les plus marquants? Je pense que j'ai eu plusieurs dossiers qui ont, on va dire, qui sont sortis de l'ordinaire. J'ai commencé, entre guillemets, la notoriété, si on veut dire ça comme ça veut dire les dossiers qui attirent le public, qui attirent le regard, notamment des journalistes et de l'opinion publique, c'était le dossier de l'amiante, incontestablement, où j'ai défendu les victimes de l'amiante, et puis bien entendu, je m'en suis pris non seulement aux petits employeurs du coin, mais également à ce qu'on appelle les autorités sanitaires de l'État, parce que je considère que ces autorités sanitaires étaient responsables, et il arrive à hauteur de la Cour de cassation, puis on va voir ce que la Cour de cassation va décider par rapport aux poursuites à engager contre les responsables, vrais ou faux, puisque parfois on peut trouver des lampistes comme responsables, ce qui serait regrettable, mais je pense qu'il y a une responsabilité de l'État, l'État lui-même devait être responsable, doit être considéré comme responsable, parce qu'il y a un appareil, comme dans tout domaine industriel et, je dirais, sanitaire, comme ce qui se passe actuellement par rapport au vaccin, il y a toujours une intervention de l'État, et c'est cette intervention-là qu'il faut de temps à autre dénoncer, quand ça va à l'encontre de la santé publique et de l'intérêt général. Quelles sont les problématiques dans le cadre de vos affaires que vous traitez actuellement, auxquelles vous vous confrontez, et quel est le regard du juriste sur celles-ci précisément? Alors, sur le plan interne, je pense que le dernier dossier que j'ai traité, et je continue de traiter, c'est le dossier des soignants. Les soignants en France, qui ont été maltraités, malmenés de manière insupportable sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan financier. Le comportement de l'État français et ce qui en découle a été, je dirais, incontestablement abject. Parce qu'on n'a pas le droit de traiter des êtres humains qu'on a applaudi la veille pour les maltraiter le lendemain. On n'a pas le droit de les traiter comme ça. Ça, c'est, je dirais, sur le plan humain, c'est quelque chose que je porte en moi comme si j'avais un coup de poignard dans le ventre. C'est aussi simple que ça. Et à chaque fois que je vois le cas d'une soignante qui s'approche de moi et qui m'expose sa situation, j'en ai les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose qui est franchement
poignant, mais au point d'être révolté contre ceux qui se trouvent à l'origine de ces décisions. Alors sur le plan international, c'est beaucoup plus compliqué parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde scindé. Je dirais, pour reprendre la phrase de George Bush fils, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, et du coup le monde depuis cette date-là est coupé presque en deux, puis au fur et à mesure ça devient de plus en plus divisé, puisque maintenant les lignes de démarcation se précisent et se cristallisent. Soit vous êtes avec la politique américaine, soit vous êtes contre la politique américaine. Et tout ce qui en découle, parce qu'en réalité, tout ce que l'on voit sur le terrain aujourd'hui, à travers le monde, ce n'est que le ruissellement de cette politique américaine et de ce qu'on appelle l'OTAN. Mais en réalité, l'OTAN, c'est les États-Unis, n'existerait pas. Et à partir du moment où vous commencez à regarder dans telle ou telle zone ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé auparavant au Liban, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Afghanistan, parce qu'il y a avant l'arrivée des talibans et après l'arrivée des talibans, puisqu'il y a eu les soviétiques qui sont rentrés en Afghanistan, et en réalité depuis cette date-là, cette région n'est pas tranquille. Et aujourd'hui, vous avez ces attaques directes ou indirectes, par exemple contre l'Iran, vous avez également ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et bien c'est toujours cette grande question, quel est le rôle de la politique américaine dans la région et qui va changer en fonction des intérêts. Demain, ça va être peut-être l'Amérique latine ou l'Afrique ou ailleurs, mais tous les jours, ça va être une zone impliquée dans les filets, si j'ose dire, de la politique américaine. Et puis à ce moment-là, vous pouvez voir des pays tomber dans le chaos et la situation politique, économique, sociale, militaire dégénérer au point d'assister à des massacres. Et on y assiste, je dirais, désarmé, parce que vous pouvez avoir, comme au début de la guerre dans le Donbass, moi je me rappelle qu'il y avait des Français qui voulaient y participer, mais c'était bien avant l'intervention russe, parce qu'aujourd'hui on parle que de l'intervention russe, mais des années auparavant, il y avait encore cette guerre, où il y avait cette guerre dans le Donbass, et puis vous avez des volontaires, comme pendant la guerre d'Espagne, vous aviez également des volontaires qui allaient défendre ces zones-là contre les attaques ukrainiennes, mais personne n'en parle aujourd'hui, c'est comme si ça s'est effacé des mémoires, bien entendu par l'influence de la politique et de la stratégie américaine, et surtout de cette espèce de chape de plomb imposée par les masses médias soumis directement ou indirectement au diktat, ou en tout cas à la doctrine américaine. Et évidemment, ces situations-là sont des situations compliquées, et ça nous pose tous des questions de droit. Les questions de droit international, par exemple, quand on prend l'invasion, c'est comme ça que c'est appelé je dirais, dans le jargon des masses médias, l'invasion russe de l'Ukraine, on oublie que au moins 2 pays ont été envahis par les Américains, personne n'en a parlé, notamment l'Irak, je dirais, sans autorisation des Nations Unies, sans même l'accord des partenaires, parce qu'à l'époque la France y était opposée. Vous prenez l'exemple de l'Afghanistan, c'était pareil, vous prenez l'exemple de la Somalie, pareil, vous avez des exemples un petit peu partout dans le monde. La guerre en Syrie avec la présence américaine en Irak et en Syrie sans l'autorisation des pays concernés, et notamment en Syrie, parce que l'Irak c'est un peu plus compliqué si j'ose dire, parce que c'est une présence de facto, mais en Syrie c'est une présence illicite sans l'accord de la République syrienne, et personne ne se pose des questions, on ne parle pas d'invasion, on ne parle pas d'occupation illicite. Et là, comme ça tombe sur les Russes, bah, évidemment, ils deviennent eux les envahisseurs, et puis tout le monde vient contre, et puis l'Occident, pour ne citer que les pays occidentaux, ils sont opposés, et ils nous donnent des leçons de démocratie, de liberté, etc., alors qu'ils n'avaient pas prononcé le moindre mot par rapport à toutes les invasions américaines dont j'ai évoqué je dirais, le souvenir dans mes propos. Et ça, c'est quelque chose sur le plan juridique, m'interpelle. Vous prenez un exemple que l'on connaît maintenant, puisqu'on fête, entre guillemets, l'anniversaire de l'assassinat du général Soleimani
un officiel, puisque c'est un membre des gardiens de la Révolution, mais c'est un haut dignitaire je dirais, du système politique et militaire iranien, qui est reçu en tant qu'invité de marque en Irak. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Les Américains ont décidé d'envoyer des drones pour le bombarder. Et il est bombardé avec tous ceux qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qu'il a fait comme tort à l'Irak? Il a permis, par ses actions, par son intervention, de sauver l'Irak des mains de Daesh, de les faire reculer, de les coincer, si j'ose dire, dans une parcelle de terrain, pendant que les Américains, d'après les documents dont on dispose maintenant, exfiltraient ces mêmes militants de Daesh pour les reconcentrer dans certaines zones et les redispatcher dans d'autres zones. Quand on prend l'exemple de Soleimani, comment il a sauvé les minorités ethniques et religieuses, et notamment les chrétiens d'Orient, aussi bien en Syrie qu'en Irak, on s'interroge sur les motivations réelles à ce moment-là. Parce que, ne serait-ce que pour cette idée de la diversité et je dirais, du caractère multiethnique de cette zone-là, qui a pu être sauvegardée autant se faire que peu par le général Soleimani et par l'intervention de Soleimani, y compris les Kurdes d'ailleurs, ont été sauvés par le général Soleimani, parce que Barzani, quand il a trouvé personne pour l'aider, il n'y avait que Soleimani pour lui, il est venu avec sa garde rapprochée, si j'ose dire, il est venu avec son hélicoptère, il a apporté son concours pour sauver les Kurdes qui étaient directement, je dis bien directement, menacés par Daesh, alors qu'il les avait aidés auparavant, ce qui démontre aussi que les choses ne sont pas aussi simples que cela par rapport au rôle de certains protégés, si j'ose dire, de la politique américaine, parce qu'eux, ils disent qu'il faut protéger les Kurdes, mais en réalité, ça ne les aurait pas dérangés que les Kurdes se fassent massacrer par Daesh. Et il a fallu, encore une fois, l'intervention iranienne, et plus particulièrement du Soleimani, pour sauver les Kurdes et toute la zone qui est autour, alors que les Kurdes ont facilité, encore une fois, le passage de Daesh jusqu'à Mossoul, sans difficulté. On voyait les colonnes de pick-up flambant neufs provenant de Turquie, c'est-à-dire sous l'œil avisé des Américains et de leurs alliés, parce que la Turquie est un membre de l'OTAN, sans que personne ne s'interroge sur cette situation-là. Et aujourd'hui, le vol du pétrole de Syrie et d'Irak se fait également sous l'œil avisé des Américains et des Turcs, qui sont, encore une fois, les alliés directs des Américains. Et juridiquement parlant, encore une fois, ça s'appelle des crimes de guerre, parce que même si vous occupez un territoire, vous n'avez pas le droit de voler les récoltes, vous n'avez pas le droit de voler le patrimoine, vous n'avez pas le droit de voler les ressources de ces pays-là. Ce sont des crimes de guerre. Et là, aujourd'hui, personne n'en parle. Mais par contre, si un immeuble est bombardé par erreur ou pas, je n'en sais rien, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des actions militaires, dans le cadre de l'opération spéciale russe en Ukraine, et puis bien entendu tout le monde va se révolter et va pointer chaque goutte de sang qui aurait coulé d'un gamin, etc. Alors qu'ils n'ont pas eu une seule larme qui a coulé au moment où les gens du Donbass étaient massacrés, puisqu'il y en a eu quand même entre 14 et 18 000 Simon Raybon. Cette histoire de deux poids deux mesures, moi personnellement m'interpelle en tant que juriste, c'est-à-dire soit on a une règle internationale valable pour tous, et à ce moment-là, on l'applique, et les pays sont sanctionnés, et les premiers qui seraient sanctionnés, ce seraient les Américains. Soit on dit que cette règle ne s'applique pas, soit on l'appliquera pour personne. Mais on n'applique pas cette règle de deux poids, deux mesures. Ça ne me paraît pas, moi personnellement, de bon augure pour les relations internationales et pour l'émancipation des peuples du monde, même, pour ne pas parler des peuples de la région. Durant votre carrière, vous avez eu plusieurs fois l'occasion de vous engager et de participer à diverses élections. Pourriez-vous nous dire comment vous vous situez aujourd'hui politiquement et quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur ? La question de la politique aujourd'hui, je dirais, est une question épineuse parce que il y a quelques années, je dirais, il y avait une espèce de ligne de démarcation entre la gauche et la droite. Maintenant, avec le centre mou, avec le macronisme qui est sorti du nulle part, la destruction de tous les appareils politiques, la démolition littérale délibérée de ce qu'on appelle les appareils
social, mais en réalité qui contribue au débat politique, et notamment l'activité syndicale. Aujourd'hui, on est je dirais, dans une situation désastreuse pour les syndicats, même si de temps en temps on voit quelques mobilisations, mais parce qu'il y a une mobilisation de la population, mais pas uniquement des militants syndicaux, parce que si on devait compter uniquement sur les militants syndicaux, il n'y aurait pas grand monde dans la rue. Et je suis bien placé parce que j'ai accompagné l'activité syndicale pendant 30 ans, et je continue de le faire avec plaisir, avec même véhémence, parce que je considère que l'action syndicale est indispensable, elle est nécessaire pour la vie saine dans une société. C'est une question d'équilibrage dans le rapport de force entre employeurs et salariés, mais il y a des syndicats employeurs aussi qui défendent très bien leur cause, et je les encourage à continuer de le faire. Et évidemment, il y a, c'est je dirais ma thèse de départ, c'est que dans le rapport de force, il y a une partie qui est nécessairement plus faible que d'autres, parce que quand vous avez le capital, j'ai toujours dit à mes clients salariés, l'employeur a le droit de virer n'importe lequel d'entre vous. Et il a le droit. C'est prévu par la loi, ça s'appelle le licenciement. À partir du moment où vous engagez une procédure de licenciement, la question est de savoir est-ce que c'est motivé ou pas. C'est une question purement judiciaire, puisque c'est le Conseil prud'homme ou les juridictions compétentes qui vont dire est-ce que c'était légitime ou pas légitime, est-ce que c'était licite ou pas licite. Mais la question du licenciement est entre les mains de l'employeur. Par conséquent, dans le rapport de force, il y a toujours un rapport économique qui est plus favorable à l'employeur. Or, si vous changez le code du travail tous les 5 ou 6 ans, si vous changez les règles sur l'exercice du droit syndical tous les 5 ou 6 ans, eh bien évidemment, il n'y a pas de stabilité, et à ce moment-là, on a une espèce de cafouillage qui donne l'impression que les choses sont bien, mais en réalité, ça ne se passe pas bien dans les entreprises, et ça crée des tensions au quotidien qui ne sont pas toujours agréables dans la vie d'une société, et encore moins dans la prospérité d'une société. Quels sont les derniers livres que vous avez lus, et est-ce que vous auriez des conseils de lecture pour des néophytes qui s'intéresseraient à des sujets divers comme le droit notamment, la politique ou la sociologie? Je suis en train de relire un livre vieux comme le monde, c'est l'art de la guerre, parce que quand vous voyez la guerre autour de vous, vous essayez de vous en imprégner pour voir quelles sont les stratégies qui sont menées, parce qu'en réalité, tous les stratèges du monde ont forcément lu ce livre-là, et à partir de là, vous essayez de comprendre, mais quelle est cette stratégie qui est menée sur place, comment va être la réaction de l'autre. En réalité, c'est comme un jeu d'échecs, sauf que ce livre est un livre culte, mais en même temps, c'est un livre très intéressant parce que il donne en quelque sorte la vision de la stratégie, mais à travers un récit qui peut être plaisant, même parfois séduisant, mais en même temps, ça fait réfléchir. On peut avoir des moments légers, chacun d'entre nous, on est autour d'une table, on va raconter une vanne légère, on va raconter une blague salace, mais on ne peut pas passer toute une vie, toute une journée, toute une soirée à ne parler que de ça. Il y a autre chose, la vie est sérieuse, les choses qui se passent dans notre monde sont très sérieuses et nécessitent une implication de chacun d'entre nous. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent par rapport à la guerre, même si elle est à quelques kilomètres d'ici, ou elle est à 2000 km d'ici, ou à 100 000 km d'ici, pour exagérer un petit peu, ça c'est mon côté méditerranéen, parce qu'une guerre qui se trouve en Amérique latine ou en Afrique doit nous intéresser, parce que ce sont des êtres humains qui sont comme nous, qui sont en réalité notre miroir. On devrait se voir dans leur visage. Quand on voit ces personnes-là sangloter, ou saigner, ou voir leurs enfants martyrisés, ça doit nous toucher au fond de nous-mêmes, parce que si on n'est pas touché par ça, c'est qu'on a encore une fois perdu notre part d'humanité. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, sur le plan humain, mais sur le plan civilisationnel, m'affecte particulièrement, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. À un moment donné, il faudrait qu'on revienne, qu'on abandonne tous nos outils modernes, Internet, machin, etc., et qu'on se ressource par rapport à ce qu'on est capable de faire. Alors pour les lectures, évidemment, la lecture aide à cette reprise de conscience ou à cette prise de conscience tout simplement. Mais la lecture, il n'y a pas de conseil de lecture. La lecture, c'est votre curiosité qui doit vous guider. Un jour vous êtes intéressé par l'histoire, vous prenez un livre sur l'histoire. Un jour vous êtes attiré par la poésie, prenez un livre de poésie. Et si un jour vous êtes intéressé par les géopolitiques, prenez un livre de géopolitique. Il n'y a pas de livre tabou. Et si vous avez envie de vous informer davantage sur les relations sexuelles, prenez un livre sur les relations sexuelles. Il n'y a pas de livre tabou. La question est de savoir, c'est jusqu'où on va dans notre raisonnement, dans notre réflexion,
parce que c'est la multiplication des réflexions, c'est la diversité de nos sources de renseignement et de l'approfondissement, en quelque sorte, de ce que nous utilisons comme moyen pour nous instruire, pour nous éduquer aussi, parce qu'il n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Même à mon âge, je continue de m'éduquer parce que je m'éduque par rapport à notre temps moderne, parce que je ne veux pas choquer mon temps moderne. Si je dis à chaque fois tout ce que je pense, évidemment, je serai rejeté, je ne serai pas forcément agréable. Et alors, vous devenez un bon interlocuteur si vous arrivez à mieux, je dirais, absorber. Pas forcément digérer, mais absorber pour vous en imprégner, puis ensuite vous le réingurgitez de manière à ce qu'on utilise les arguments même du temps moderne, mais pour lutter contre les méfaits du temps moderne. Parce que le temps moderne, c'est bien la nouvelle technologie, c'est bien d'avoir des téléphones portables, c'est bien d'avoir des ordinateurs, même quantiques, mais derrière, il faut qu'il y ait un humain, parce qu'on ne sait pas jusqu'où l'appareil peut nous conduire. La science fabriquée, l'autre fois je regardais des utérus industriels. Je veux bien, mais jusqu'où on va aller? Est-ce que franchement notre société a besoin d'utérus industriels? Est-ce qu'on veut abandonner les femmes et puis à ce moment-là on prend à ce moment-là, je ne sais pas, ces gènes, on va les mettre dans une espèce de cercueil en verre. Moi, j'appelle ça un cercueil. C'est même pas un utérus quand je vois à quoi ça ressemble. Et on voit un bébé se développer, puis ensuite je le récupère comme si je récupère ma glace une fois que le glacier a fait sa mixture entre différents parfums. C'est quand même quelque chose qui ne laisse pas présager de quelque chose de bon pour l'humain que nous sommes et pour l'avenir de notre humanité et pour nos enfants et nos petits-enfants et pour les générations à venir. Parce que c'est à eux qu'il faut aussi penser. Est-ce que vous avez des projets particuliers en ce moment ou à venir? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Un livre-roman, oui, mais j'ai du mal à le terminer parce qu'en réalité, j'ai de moins en moins le temps de le faire. C'est une fiction, mais qui mélange fiction et philosophie. C'est un policier, policier-fiction, mais en même temps, j'ai inséré dans la trame quelques idées sur ma vision de ce qui se passe dans la société, sur ce que je pense. Alors je le mets dans la bouche des personnages de ce roman. Et puis un autre livre, c'est un livre géopolitique, pareil, je suis un petit peu après la moitié, ce qui démontre que je suis toujours un petit peu un touche-à-tout. Alors je fais parfois un paragraphe dans le roman et 2 paragraphes dans le livre de géopolitique. Le jour où il sortira ce livre-là, j'espère le finir très tôt, il y aura peut-être un coup de pétard derrière. Les gens vont, à ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup d'indifférents. En tout cas, ça c'est mon souhait. Et je fais tout pour, mais je prends mon temps, non pas pour augmenter la provocation ou pour augmenter le choc que ça va provoquer, non, pour que ça soit mieux documenté, que ça ne puisse pas être discutable, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on va tout de suite vous répertorier, on va vous cataloguer. Vous êtes avec tel ou avec tel. C'est avec ça qu'on a commencé, entre guillemets, notre propos. Vous êtes pour ou contre? Et moi, non, je ne suis pas obligé d'être pour ou contre. Je vais de temps à autre dire des évidences. Quand on était gamin, quand on apprenait les géométries, on nous apprenait les postulats. C'est-à-dire, le postulat, c'est la thèse qui n'a pas besoin d'être démontrée, elle est comme ça. Un postulat, c'est comme si vous voulez dire « je suis vivant ». Oui, c'est un postulat. Alors, d'autres vont dire « oui, mais qui vous dit que vous êtes vivant », etc. On part de postulats, c'est-à-dire des évidences, et je vais étaler ces évidences à travers un certain nombre de lectures que j'ai faites, mais malgré tout, il y aura forcément un débat très sérieux, très même mouvementé, mais que j'adorerais faire le moment venu. Eh bien écoutez, Maître André Chamy, merci. Tradition de la chaîne, nous vous laissons le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter, ou si vous voulez parler d'une thématique que vous auriez aimé voir abordée. Il faut que chacun de nous garde son humanité, parce que c'est un mot qui me revient toujours à l'esprit. Plus on garde notre humanité, plus on garde
ce qui fait de nous des humains, encore une fois, comme je l'ai développé, c'est-à-dire cette émotion, cette sensation, cette volonté de partager, cette volonté de s'émouvoir, plus on a ça, plus notre société annonce un futur meilleur. Moins on s'en approche, ou plus on s'en éloigne, plus notre futur est sombre et obscur. Et je ne voudrais pas de ça. Et je ne pense pas que quand on pose la question comme ça, abrupte à tout le monde, est-ce que vous voulez un futur meilleur? Bah, tout le monde va vous dire, je veux un futur meilleur. Mais allez, retrousse tes manches et fais en sorte que ce futur soit meilleur. Parce que c'est notre rôle à nous tous, collectivement, individuellement, qu'on en soit dans un parti politique, dans une association, dans un syndicat, dans sa propre famille, commençant par sa propre famille, et on y arrivera, parce que c'est pour nous tous, c'est pour notre bien-être, et pour le bien-être de toute l'humanité. Une humanité, c'est fait par des humains, c'est pas fait par je ne sais qui.